Le jour où j'ai quitté ma propre maison était le jour où j'ai enfin compris ce que valait vraiment ma générosité. Veuillez vous abonner, s'il vous plaît, cette histoire va vous révéler quelque chose que vous n'oublierez jamais sur les liens familiaux et le prix de la bonté. Mais laissez-moi commencer par le commencement, 3 mois plus tôt, quand je pensais encore que l'amour maternel suffisait à tout arranger. J'avais 66 ans quand Pierre, mon mari de 43 ans, nous a quittés. Le cancer l'avait emporté en 6 mois, laissant derrière lui un silence assourdissant dans notre grande maison de Neuilly. Les murs semblaient résonner de souvenirs, chaque pièce me renvoyait son absence comme un écho douloureux. C'est dans cette solitude pesante que mon fils Thomas m'a appelé. Maman, tu ne peux pas rester seule dans cette grande baraque. Viens habiter avec nous. Léa et moi, on a besoin de toi pour t'occuper de Maxime pendant qu'on travaille. Sa voix avait cette tonalité particulière, ni vraiment inquiète, ni vraiment suppliante. Plutôt pratique. Mais j'étais encore dans le brouillard du deuil, et l'idée de me rendre utile, d'avoir une raison de me lever le matin, m'a semblé salvatrice. Leur maison de Vincennes, que j'avais d'ailleurs financée en grande partie, est devenue mon nouveau foyer. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin avec une balançoire que j'avais installée pour Maxime. J'ai pris la chambre principale, après tout, c'était logique, non? Thomas et Léa pouvaient très bien s'accommoder de la chambre d'amis temporairement. Les premiers mois ont filé dans une routine rassurante. Je me levais à 6 heures, préparais le petit déjeuner, accompagnais Maxime à l'école, faisais les courses, la cuisine, le ménage. Le soir, j'aidais mon petit-fils avec ses devoirs pendant que ses parents rentraient tard de leurs emplois respectifs dans la finance. Léa travaillait chez BNP Paribas, Thomas chez Société Générale. Des horaires de cadre supérieur qui ne laissaient pas de place à la vie de famille. Au début, il semblait reconnaissant. Thomas m'embrassait en rentrant. « Merci maman, tu nous sauves la vie. » Léa acquiesçait avec un sourire poli, mais j'avais remarqué quelque chose dans ses yeux. Une froideur que je mettais sur le compte de la fatigue. J'aurais dû comprendre plus tôt. Les signes étaient là, subtils mais persistants. Les conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce. Les regards échangés entre Thomas et Léa quand je proposais de redécorer le salon. La façon dont Léa réarrangeait systématiquement ce que j'avais préparé pour le dîner, avec un petit soupir agacé. « Non maman, pas comme ça. Maxime n'aime pas les légumes coupés si gros. » Mais le premier vrai déclic s'est produit un mardi soir de novembre. J'étais dans ma chambre, celle que j'avais commencé à considérer comme vraiment mienne, quand j'ai entendu Léa au téléphone. Sa voix portait dans le couloir. « Maman, oui, je sais que papa a des problèmes de dos. »« Non, non. Bien sûr que vous ne pouvez pas rester dans votre appartement au 4e sans ascenseur. Oui, on va trouver une solution. » Mon sang s'est glacé. Je connaissais cette tonalité. C'était celle qu'elle utilisait quand elle organisait, planifiait, décidait. Le lendemain matin, pendant que je préparais les tartines de Maxime, Léa est entrée dans la cuisine avec cette démarche déterminée que je lui connaissais bien. Elle s'est servi un café, a pris une profonde inspiration et a lâché sa bombe avec la délicatesse d'un contrôleur fiscal. « Maman, il faut qu'on parle. Mes parents ne peuvent plus rester dans leur appartement. Papa ne peut plus monter les escaliers avec son arthrose et maman ne peut pas le porter. On va les installer dans la chambre principale. » Pas une question. Une décision. J'ai continué à étaler la confiture sur le pain de Maxime, mes gestes devenus mécaniques tandis que mon esprit analysait la situation. « Et moi ?» ai-je demandé d'une voix que j'espérais neutre. « Toi ? Eh bien, tu prendras la chambre d'amis. C'est plus petit, mais tu n'as pas besoin de beaucoup de place, non. » Le couteau à beurre a tremblé imperceptiblement dans ma main. 43 ans de mariage, une vie entière à élever des enfants, à soutenir la famille, à me sacrifier pour les autres. Et voilà comment on me remerciait, tu n'as pas besoin de beaucoup de place. Quand ? ai-je simplement demandé. Ce week-end. Thomas va leur donner un coup de main pour le déménagement. Thomas. Mon fils.
qui n'avait même pas pris la peine de me parler directement, qui avait laissé sa femme m'annoncer que j'étais relégué au rang d'invité dans une maison que j'avais contribué à acheter. Ce soir-là, allongé dans ce qui allait être ma dernière nuit dans la chambre principale, j'ai regardé le plafond et j'ai fait le calcul. Depuis mon arrivée, j'avais pris en charge tous les frais du quotidien, courses, factures, réparations. Mon épargne avait fondu de 15 000 € en 8 mois, sans compter les heures de babysitting, de ménage, de cuisine. Si j'avais été une employée de maison, il m'aurait dû au moins 4 000 € par mois. Mais ce n'était pas l'argent qui me brisait le cœur. C'était cette impression d'être devenu invisible, interchangeable, corvéable à merci. Le week-end suivant, j'ai assisté en spectatrice à l'installation des parents de Léa. Monsieur et Madame Durand, septuagénaires polis mais distants, qui ont pris possession de ma chambre avec l'assurance de ceux qui savent qu'ils ont gagné une bataille. Madame Durand a même eu l'audace de déplacer mes quelques photos de Pierre, les reléguant sur l'étagère du couloir. Pour faire de la place pour nos affaires, a-t-elle expliqué avec un sourire qui se voulait gentil. Cette nuit-là, dans le lit de la chambre d'amis, ce lit simple et inconfortable que personne n'avait pris la peine de changer, j'ai pris ma décision. Le silence de la maison endormie était différent, plus lourd, chargé d'une tension nouvelle. J'allais leur montrer ce que valait vraiment ma présence. Le lundi matin, j'ai commencé mes préparatifs. Discrètement, méthodiquement. D'abord, j'ai pris rendez-vous avec Maître Rousseau, le notaire de la famille. Un homme élégant dans la soixantaine, aux cheveux argentés parfaitement coiffés, qui m'a reçu dans son bureau lambrissé du 16e arrondissement. « Madame Moreau, que puis-je pour vous ? Je souhaite connaître mes droits concernant la maison de Vincennes. » Il a sorti le dossier, chaussé ses lunettes, et m'a confirmé ce que je savais déjà. J'étais copropriétaire à 60%. Mon apport initial, plus les différents prêts que j'avais garantis. Légalement, c'était indiscutable. « Vous souhaitez vendre votre part ?» a-t-il demandé. « Je souhaite vendre la totalité de la maison. » Son sourcil s'est arqué. « Vous en avez parfaitement le droit. Mais votre fils et sa famille devront trouver une autre solution. » Ces mots sont sortis de ma bouche avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. 43 ans de maternage, de compromis, d'abnégation venaient de s'évaporer dans cette phrase. Pendant les 3 semaines suivantes, j'ai joué la parfaite grand-mère dévouée. Je continuais mes corvées quotidiennes, mais j'observais désormais tout avec un détachement clinique. La façon dont Léa ne me remerciait jamais. Comment Thomas évitait mon regard quand il rentrait et trouvait le dîner prêt, la maison rangée, son fils aidé pour les devoirs. L'assurance grandissante des parents Durand qui s'installaient dans leur nouveau territoire. Un soir, j'ai entendu Léa parler au téléphone avec une amie. « Non mais franchement, elle peut bien nous aider. C'est normal, on la loge, on la nourrit. Et puis, qu'est-ce qu'elle ferait d'autre de ses journées ?» Cette phrase a été le déclic final. Qu'est-ce que je ferais d'autre de mes journées? Peut-être vivrais ma vie, après 66 ans passés à vivre celle des autres. Le jeudi suivant, pendant qu'ils étaient tous au travail et à l'école, j'ai fait mes bagages. Pas avec précipitation ou colère. Avec la précision chirurgicale d'une femme qui a pris sa décision. J'ai emballé mes vêtements, mes livres, mes pinceaux et ma boîte d'aquarelle que je n'avais pas touchée depuis des mois. Mes photos de Pierre. Mes quelques bijoux. J'ai laissé une enveloppe sur la table de la cuisine. À l'intérieur, une lettre simple. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. Vous trouverez ci-joint les coordonnées de Maître Rousseau concernant la vente de la maison. Vous avez 3 mois pour trouver une solution. Je vous aime, mais je ne peux plus vivre comme une invitée dans ma propre existence. Maman. Et je suis partie. Ma petite maison de Châtillon m'attendait. Celle que Pierre et moi avions achetée dans les années 80, avant notre ascension sociale. 2 pièces, une cuisine, une salle de bain. Un jardin de poche avec un cerisier centenaire. Rien de luxueux, mais tout à moi. Les premiers jours ont été étranges. Le silence avait une qualité différente. Non plus oppressant,
mais libérateur. Je pouvais boire mon café à l'heure que je voulais, regarder mes émissions préférées, laisser traîner un livre ouvert sur la table sans que personne ne le déplace. Thomas a appelé le surlendemain. Sa voix trahissait un mélange de panique et d'incompréhension. « Maman, mais qu'est-ce qui te prend ? Léa est complètement déboussolée. Et Maxime me demande où tu es. Demande à Léa de s'occuper de son fils. C'est son travail de mère, pas le mien. Mais enfin, on ne peut pas gérer sans toi. Qui va faire les courses, la cuisine, s'occuper de Maxime quand on rentre tard ? » J'ai eu un sourire amer qu'il ne pouvait pas voir. « Je suis sûr que vous trouverez une solution. Les Durand sont là pour vous aider ? Non. » Le silence à l'autre bout du fil était éloquent. « Maman, tu ne peux pas vendre la maison. C'est notre vie ici. Maxime a ses habitudes, son école. Vous avez 3 mois. Le temps de vous organiser. » J'ai raccroché. Pour la première fois depuis des mois, mes mains ne tremblaient pas. Les semaines ont passé. J'ai retrouvé mes pinceaux, mes aquarelles. Le jardin de Châtillon avait besoin d'attention et je me suis découvert un plaisir oublié à voir mes mains dans la terre. J'ai rejoint un club de lecture, un atelier d'aquarelle au centre culturel. Des femmes de mon âge, avec leurs histoires, leurs rires, leur indépendance assumée. Marguerite, 70 ans, divorcée depuis 15 ans. Ma chérie, la vraie vie commence quand on arrête de s'excuser d'exister. Pendant ce temps, les appels de Thomas se multipliaient. D'abord suppliants, puis désespérés. Léa avait dû prendre un congé sans solde pour s'occuper de Maxime. Les parents Durand, moins mobiles que prévu, nécessitaient plus d'aide qu'ils ne pouvaient en apporter. Les factures s'accumulaient sans mon soutien financier discret. « Maman, s'il te plaît, reviens. On peut discuter pour la chambre, trouver un arrangement. » Trop tard. Le processus de vente était lancé. L'agent immobilier, une jeune femme dynamique aux cheveux coupés au carré, avait déjà programmé les premières visites. Avec ce marché, Madame Moreau, on peut espérer une vente dans les 2 mois. Le quartier est très recherché. 8 semaines plus tard exactement, l'acte de vente était signé. Thomas et sa famille avaient trouvé un appartement plus petit à Créteil. Les parents Durand étaient repartis dans leur quartier populaire, dans un rez-de-chaussée cette fois. Le jour du déménagement, ils sont venus sonner à ma porte. Thomas tenait Maxime par la main. Mon petit-fils avait grandi, ses cheveux avaient foncé. Il ressemblait de plus en plus à son père au même âge. « Grand-maman ?» Sa petite voix m'a serré le cœur. « Papa dit qu'on ne peut plus habiter dans la maison parce que tu l'as vendue. » J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. « C'est exact. Mais moi, je peux rester avec toi ? Je prendrai pas beaucoup de place. » Le silence qui a suivi était chargé de toute la complexité des relations familiales. L'amour, la manipulation, l'espoir, le chantage affectif. « Maxime, mon chéri, ta place est avec tes parents. Ils t'aiment et vont s'occuper de toi. » Thomas a serré les poings. « Tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu détruis une famille. » Non, Thomas. Je refuse simplement de continuer à être prise pour acquise. Il y a une différence. Ils sont repartis. Maxime s'est retourné une fois, m'a fait un petit signe de la main. J'ai fermé la porte et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret. 6 mois plus tard, assise dans mon petit jardin avec une tasse de thé et ma boîte d'aquarelle, je regarde fleurir le cerisier. L'argent de la vente m'a permis de créer une fondation pour aider les femmes âgées victimes d'exploitation familiale. Maître Rousseau m'a aidé dans les démarches. Une belle initiative, Madame Moreau. Vous seriez surprise du nombre de situations similaires à la vôtre. Thomas m'envoie des nouvelles de temps en temps. Des messages brefs, factuels. Maxime va bien à l'école. Ils se sont adaptés à leur nouvelle vie. Léa a repris le travail. Les parents Durand se débrouillent dans leur nouveau logement. Jamais d'excuses. Jamais de reconnaissance. Mais ce n'est plus mon problème. Ce matin, en mélangeant mes couleurs pour peindre les cerisiers en fleurs,
j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'attends rien de personne. Je ne suis plus dans l'espoir qu'on me remercie, qu'on me reconnaisse, qu'on m'aime comme je le mérite. Je suis libre. Et cette liberté a le goût du café que je bois quand je veux, de la peinture qui sèche sur mes pinceaux, du silence qui n'appartient qu'à moi. Le jour où j'ai quitté ma propre maison était effectivement le jour où j'ai enfin compris ce que valait vraiment ma générosité. Elle ne valait rien tant qu'elle n'était pas choisie, délibérée, offerte à ceux qui la méritent. Maintenant, elle n'a plus de prix. Car désormais, c'est moi qui décide à qui la donner.